Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, de l'eau sur Mars, des atterrisseurs, une comète d'exception et un orbiteur hors norme. Cependant, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche et à faire un petit tour sur Utip pour regarder quelques publicités si vous le désirez. Cette introduction étant maintenant terminée, bonne vidéo. Si je vous demandais de me citer des missions d'exploration martienne ayant eu un grand impact scientifique et ayant grandement amélioré la compréhension de notre voisine, il y a fort à parier que vous penseriez immédiatement à des missions telles que le rover Opportunity, l'atterrisseur Phoenix ou, plus récemment, le rover Curiosity et la mission InSight. On oublie, malheureusement, très souvent les orbiteurs martiens qui, même s'ils ne se situent pas à la surface de Mars, s'avèrent extrêmement utiles. Et c'est justement de l'un de ceux-là dont on va parler aujourd'hui, à savoir la mission Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, un orbiteur multitâche qui aura servi tant à l'exploration martienne qu'aux rovers et aux atterrisseurs présents à sa surface. Sur ce, bon visionnage. Nous sommes le 3 janvier 1999. À 20h21 UTC, un lanceur Delta II s'élance depuis Cap Canaveral avec, à son bord, l'atterrisseur martien Mars Polar Lander, un petit atterrisseur de 290 kg qui part étudier une zone du pôle sud martien. Pile 11 mois plus tard, le 3 décembre 1999, l'atterrisseur commence son entrée dans l'atmosphère et son atterrissage à la surface de la planète rouge. Malheureusement, après le traditionnel blackout lié à la réentrée, la communication ne sera jamais rétablie avec l'atterrisseur. Bien que les raisons précises de l'incident restent inconnues, il est fort probable qu'il s'agisse d'une erreur logicielle. Mais l'enquête de la NASA autour de l'accident mettra également en évidence une mauvaise connaissance du terrain sélectionné pour l'atterrissage. Bien que cette hypothèse ne soit pas valable pour expliquer l'accident de Mars Polar Lander, il s'agit d'un risque plus que concret pour de futures missions martiennes. Dès lors, il devient clairement évident que pour augmenter les chances de succès des missions martiennes, il sera vital de mieux connaître sa surface et ses dangers. Toutefois, dire que les missions sont lancées à l'aveugle serait faux. À cette époque, les meilleures images de la surface martienne dont la NASA dispose sont envoyées par l'orbiteur Mars Global Surveyor, qui fonctionna de 1997 à 2006. À partir de fin 2001, l'orbiteur 2001 Mars Odyssey, lancé en 2001 et toujours en service, viendra seconder Mars Global Surveyor. Cependant, bien que ces missions soient extrêmement utiles, elles souffrent d'un défaut assez embêtant. Elles ne sont pas capables de distinguer des objets de moins de 2 mètres à la surface de Mars. Or, de gros cailloux de 1 mètre peuvent, malheureusement, et au sens le plus strict du terme, faire capoter une mission. Dans ce but, la NASA commence dès 1999 à envisager un orbiteur disposant d'une bien meilleure résolution et pouvant donc voir de plus petits détails à la surface. Et dès l'année suivante, en 2000, le projet porte un nom, Mars Reconnaissance Orbiter. Bien que la date idéale de lancement du projet soit fixée à 2003, celui-ci se retrouve en compétition avec la mission Mars Exploration Rovers, à savoir les rovers Spirit et Opportunity. Mars Reconnaissance Orbiter, souvent abrégé MRO, ne sera pas sélectionné et devra attendre la fenêtre de tir suivante en 2005. Mais MRO n'est pas conçu que dans le but de cartographier Mars en détail. La mission est en effet également conçue pour pouvoir servir de relais de communication entre Mars et la Terre, et ce, en plus de ses objectifs scientifiques. Et justement, parlons-en un peu de ces objectifs scientifiques. Outre les objectifs du programme martien dans son ensemble, comme aider à comprendre son climat, sa géologie, la possible apparition de la vie dans le passé et j'en passe,
MRO a également différents objectifs qui lui sont propres. Étudier le climat de la planète rouge et ses mécanismes saisonniers, caractériser le climat actuel de Mars et ses mécanismes, rechercher des traces d'eau ainsi que des phénomènes pouvant trahir sa présence, comme des écoulements de saumure à la surface par exemple. MRO recherchera également des traces d'eau en dessous de la surface et ce, notamment au pôle. Mais cependant, avant de parler de ces résultats, plus qu'intéressants d'ailleurs, je vais me permettre de rapidement parler de son trajet et de ses instruments. C'est le 12 août 2005 à 11h43 UTC que Mars Reconnaissance Orbiter décolle depuis Cap Canaveral à bord d'un lanceur Atlas V 401. Le voyage se passera sans aucun problème et le 12 mars 2006, l'orbiteur de 2 tonnes, dont une de carburant, arrive en orbite martienne. Une fois arrivé en orbite et jusqu'en novembre, la mission va commencer à progressivement rabaisser son orbite et également l'incliner de sorte à s'approcher d'une orbite polaire. Et pour économiser du carburant, la solution retenue est assez simple. Utiliser l'atmosphère martienne, plus précisément ses hautes couches, pour ralentir MRO. L'atmosphère de notre voisine étant très fine, cette opération prendra plusieurs mois, mais permettra ainsi de prolonger la durée de vie de la mission liée à la disponibilité de son carburant. Cette technique, que l'on nomme aérofreinage, présente également un autre avantage, puisqu'elle permet à la mission de traverser l'atmosphère martienne, plus précisément ses hautes couches afin de limiter les risques de surchauffe et ainsi d'étudier sa très haute atmosphère. Et pour réaliser ces différentes observations, Mars Reconnaissance Orbiter est équipé de différents instruments. Sans trop rentrer dans les détails, en voici cependant un rapide résumé. Il y a d'abord la caméra HiRISE, un télescope de 50 cm d'ouverture et de 12 mètres de longueur focale. L'une, si pas la, plus grosse caméra pour une sonde spatiale. Cet instrument permet ainsi à la mission de voir des détails de l'ordre de 30 cm à 300 km d'altitude. D'autre part, les images stéréo qu'elle est capable de prendre permettent d'estimer la hauteur d'un relief à 25 cm près. Mais Mars Reconnaissance Orbiter embarque encore 2 autres caméras. La première, CTX, dont la résolution est de 8 mètres et qui peut couvrir une surface de 40 km, est une caméra monochrome de contexte, dont le travail est de fournir des cartes aidant à placer les images d'HiRISE et de Marcy, la dernière de ce trio de caméras. Marcy est quant à elle spécialisée dans les couleurs visibles et les ultraviolets, et ce, dans le but de réaliser des observations des variations globales et journalières. Cet instrument est ainsi l'un des instruments de la mission qui permet à la NASA d'avoir un bulletin météo martien journalier et détaillé. Pour les autres instruments, et toujours sans trop rentrer dans les détails, on notera Chris M, qui observe dans l'infrarouge et la lumière visible et dont la tâche est de produire des cartes minéralogiques de la surface. Il peut, quant à lui, observer des détails de 18 mètres minimum à 300 km d'altitude. Ensuite, il y a le radiomètre MCS, qui observe de l'ultraviolet à l'infrarouge moyen. Il peut ainsi mesurer, via 9 bandes de fréquence, la température, la vapeur d'eau, la pression, la quantité de poussière dans l'atmosphère, et il peut également détecter les différentes couches de l'atmosphère avec une résolution verticale de 5 km. Il permet ainsi, avec Marcy, de faire un bulletin météo régulier, suivre l'évolution des calottes polaires, leurs propriétés, leur température et la circulation de l'atmosphère. Et enfin, le dernier instrument, SHARAD, est un radar dédié au sous-sol martien qui vient compléter la couverture du radar Marcis à bord de Mars Express de l'ESA. Cet instrument a, par exemple, contribué à la découverte par Mars Global Surveyor de ravines pouvant indiquer la présence d'eau quelques centaines de mètres sous la surface. Il est également à noter qu'il existe une autre explication, plus probable, et qui ne fait pas intervenir de l'eau. En effet, ces formations viendraient plus vraisemblablement de l'effet de la glace de CO2 à la fin de l'hiver. Je m'explique. Selon d'autres clichés de la mission, il ne s'agirait donc pas d'eau, mais de glace carbonique. En effet, des clichés plus récents montrent la formation de ravines à un moment où l'eau ne pourrait pas les former. En complément, la mission embarque également une foule de plus petits instruments,
comme de petits accéléromètres qui permettront de mesurer la densité de l'atmosphère pendant le freinage, et une suite de petits instruments devant mesurer les variations du champ gravitationnel de Mars. Ce résumé des principaux instruments de Mars Reconnaissance Orbiter étant terminé, on va enfin pouvoir parler de sa mission et de ses résultats. Et ces résultats, justement, sont assez nombreux et intéressants à développer. Bien qu'il me sera impossible de tout citer en détail, je vais essayer de résumer les principaux. Déjà, entre 2006 et 2008, MRO prendra des images du sol martien avec une résolution jamais atteinte et permettra d'aider grandement la mission de l'atterrisseur Phoenix en aidant à choisir une zone d'atterrissage et en servant de relais de communication. La période suivante, de novembre 2008 à décembre 2010, marque le début de la phase scientifique prolongée. La première phase, qui vient donc de s'achever, étant prévue pour durer 2 ans. Durant cette période, Mars Reconnaissance Orbiter mettra en évidence des zones plus propices à l'envoi d'humains sur Mars, étudiera la structure interne et externe des pôles martiens, la glace située sous la surface et aidera également au choix de la zone d'atterrissage du rover martien Curiosity. En 2009, Mars Reconnaissance Orbiter observera également la disparition de glace d'eau relativement pure dans un cratère de 6 mètres fraîchement formé. La mission trouvera d'ailleurs de la glace d'eau dans 5 autres cratères, dont 3 dans la même zone, le quadrangle de Sbrenia. D'autre part, la mission observera des avalanches sur Mars, nous permettra d'avoir de magnifiques images de la planète rouge, et photographiera différents engins à la surface de Mars, comme Opportunity après la tempête de poussière qui mit fin à sa carrière, Curiosity sous son parachute pendant sa descente et une fois au sol, comme ici, en train de réaliser l'ascension du mont Sharp début juin 2017. D'autre part, à travers les reliefs observés, MRO permettra de confirmer une fois de plus le passé humide de Mars en mettant en évidence de nombreux détails géologiques trahissant la présence d'eau par le passé. Mais Mars Reconnaissance Orbiter n'est pas éternel. Fin 2017 et début 2018, par exemple, la caméra HiRISE et son régulateur thermique souffriront d'un dysfonctionnement rendant près de 70% des images floues. Bien que la situation se soit améliorée, MRO prend de l'âge et, bien que l'orbiteur Maven, par exemple, soit prévu pour prendre le relais, tout ce petit monde en orbite martienne vieillit. Et malheureusement, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Il faudra en effet probablement attendre la fin de la décennie 2020 et une mission de retour d'échantillons du sol martien pour voir une nouvelle mission de cette ampleur, et qui soit, de plus, capable de servir de relais de communication. Ce second aspect, bien que moins important, les missions martiennes étant capables de communiquer directement avec la Terre, n'est néanmoins pas négligeable. Un relais de communication en orbite permet en effet aux missions présentes sur le sol martien de communiquer plus souvent et plus efficacement avec la Terre. En attendant, Mars Reconnaissance Orbiter nous a déjà envoyé, à la date de mai 2019, plus de 370 000 images, 361 Tera de données, a surveillé la descente de 3 missions sur le sol martien et a relayé plus d'1 Tera de données. D'autre part, Mars Reconnaissance Orbiter aura permis en 2014 de retrouver le petit atterrisseur européen Beagle 2 perdu en 2003. La sonde aura également mis en évidence l'existence de cavernes sur Mars, probablement formées par le passage de la lave dans son lointain passé volcanique. La mission aura par ailleurs également photographié les lunes martiennes Phobos et Deimos, et ce avec une qualité sans précédent. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur la caméra HiRISE, celle-ci est tellement puissante qu'elle aura permis de prendre 7 images de la Terre et de la Lune depuis son orbite martienne. Pour terminer avec les observations originales, le spectromètre Chris M a pris 7 images le 19 octobre 2014 de la comète C2013A1 et de sa queue. Cette comète, qui provient d'ailleurs du nuage d'Oort, rentrait dans le système solaire intérieur. Le système solaire intérieur désignant tous les objets situés en dessous de la ceinture d'astéroïdes, incluse, située entre Mars et Jupiter. Cette comète sera passée au plus près de Mars le 19 octobre 2014 à 139 500 km. La comète, ou plutôt sa queue, aura d'ailleurs provoqué des perturbations dans l'atmosphère martienne,
ainsi qu'une pluie de météorites sur Mars détectée par l'instrument CHARAD. Cette pluie de météorites est d'ailleurs la plus intense connue à ce jour, près de 108 000 météores par heure pendant 3 heures. Pour terminer cet épisode, et malgré ses dysfonctionnements, MRO reste en bon état et nous promet encore de potentielles découvertes durant les prochaines années, découvertes que l'on essaiera de suivre sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que l'on va se quitter pour cet épisode. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.